Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, les équipes espagnoles ne réussissent pas à Monaco, la Roca Team s'est inclinée hier en Euroleague, 78-66 face à Baskonia, résumé à suivre dans quelques instants. Nous reviendrons sur l'histoire de ces 6 amis qui viennent de dompter le toit de l'Afrique, un moment inoubliable au sommet du Kilimandjaro que nous partagerons avec l'un d'entre eux, Nicolas Toscan. Lancé en juin dernier, le suivi sérologique se poursuit en principauté, mais à quoi sert-il et que montrent les résultats? Élément de réponse dans ce journal. Puis nous ouvrirons une page culturelle avec l'annonce de la programmation au Théâtre des Muses et puis le prochain rendez-vous de l'Institut audiovisuel de Monaco. Mais avant cela, je vous le disais en titre, 3e défaite de rang pour la Roca Team en Euroleague. Les hommes de Zvezdan Mitrovic se sont inclinés face aux Espagnols de Baskonia. Le résumé de cette rencontre est signé Frédéric Elion. 0 sur 3 pour la Roca Team face aux formations espagnoles en Euroleague après 2 défaites frustrantes à Madrid puis contre Barcelone. Monaco a souffert face à Vitoria et sa défense de fer. Dès le début du match, les Monégasques n'ont pas beaucoup d'adresse, mais sont devant au score grâce à une belle présence au rebond offensif. Jerry Boutsielé est très en vue dans ce premier quart-temps, avec 6 points et 5 rebonds. Côté basque, Landry Noko et surtout Simone Fontecchio font mal au rouge et blanc, 21-18 Vitoria. Les Basques sont plus agressifs, notamment au rebond, à l'image de cette claquette dunk de Baldwin. Fontecchio règle la mire à 3 points, plus gros écart du match, plus 7 Vitoria. Monaco recolle avec un gros boulot de Donatas Motiejunas, 3 paniers consécutifs de l'intérieur lituanien, puis ce tir en transition à 3 points de Mike James. À la mi-temps, la Roca Team s'en sort plutôt bien et n'est qu'à -3, 38-35. Vitoria prend l'ascendant dans le 3e quart-temps. Granger, 12 points, mais 2 dans longue distance. Fontecchio exploite bien un mismatch face à Paris Lee. Giedraitis en catch and shoot à 3 points. Vitoria colle un 20-2 à Monaco, qui ne rentre plus un tir en attaque. L'agressivité basque fait la différence, à l'image de cette interception de Kuruc, qui termine tranquillement en contre-attaque, 60-46 pour Vitoria. En début de 4e quart-temps, la Roca Team se redonne une chance d'y croire. Joli move, ligne de fond de Boutsielé qui marque avec la faute. 11 points, 10 rebonds pour l'ancien Limougeot. Alpha Diallo s'arrache au rebond offensif. Ils sont 3 cette fois, ils sont 3. Et ça finit dans le cercle. Beaucoup plus d'agressivité et ça se voit sur cette séquence. Mike James conclut sur un drive au milieu des défenseurs basques. Falfay s'impose en défense avec 2 contres, puis sur ce tir d'Andouzic, Monaco revient à -7. Mais Fontecchio, 20 points à 8 sur 9 au tir, 7 rebonds, 4 passes, ressort de sa boîte. Giedraitis termine joliment ligne de fond, 78-66. Pour la première fois de l'année, la Roca Team passe sous la barre des 50% de victoires en Euroleague, avant 2 matchs à domicile la semaine prochaine, face à l'Étoile Rouge de Belgrade mardi, puis le CSKA à Moscou vendredi. Oui, et cette première rencontre face à l'Étoile Rouge de Belgrade sera à suivre en direct sur Monaco Info mardi à partir de 19h avec aux commentaires David Cosette et Ali Traoré. On reste dans le sport avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia, on débute par du football et ce duel à venir entre l'AS Monaco et Montpellier dimanche à 17h. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Après son beau succès sur la pelouse du PSV 2-1 ce jeudi en Ligue Europa, l'AS Monaco reprend le chemin du championnat avec la réception de Montpellier ce dimanche au Stade Louis II. Pour cette 11e journée de Ligue 1, Monaco aura fort à faire face à Montpellier, vainqueur de Lens, 2e du classement général le week-end dernier. Autant dire que le choc s'annonce savoureux avec ces 2 équipes en confiance. Les Monégasques devront en tout cas garder à l'œil un joueur en particulier. Il s'agit de TJ Savanier, nouveau capitaine du Montpellier Hérault SC. Il est désormais positionné en meneur de jeu. Le joueur de 29 ans est auteur de 2 buts et de 4 passes décisives en 9 apparitions en Ligue 1 Uber Eats cette saison. Sport toujours avec de grands noms du cyclisme qui ont répondu présent pour un événement qui se déroulera dans quelques semaines à Monaco.
Monaco accueillera l'événement Baking Back to Bike 2021 le 28 novembre prochain pour une journée entièrement dédiée au cyclisme. Son objectif, établir une passerelle entre le cyclisme en tant que sport et la pratique du vélo en tant que loisir et mode de déplacement propre. Pour l'occasion, les enfants pourront profiter d'un espace pour leur enseigner la pratique du vélo en toute sécurité. Un événement pas que sportif, Émilie, puisqu'un cocktail de charité et une vente aux enchères permettront ce jour-là de récolter des fonds pour la Fondation Princesse Charlène. Merci Julia. Ce soir, nous voulions vous faire partager l'aventure de 6 amis qui se sont lancés dans l'ascension du Kilimandjaro. Ils viennent de faire flotter le drapeau monégasque sur le toit de l'Afrique après plusieurs jours de marche jusqu'au sommet. L'un d'entre eux est avec nous ce soir pour revenir sur ce moment inoubliable. Bonsoir Nicolas Toscan. Bonsoir Émilie. Comment vous vous êtes lancé dans cette aventure avec vos amis? C'est pas tous les jours qu'on se réveille et qu'on se dit je vais m'attaquer au Kilimandjaro, hein. Non, c'est sûr, mais tous les amis, tout le groupe avec lequel on est parti, on est tous passionnés de montagne. Et c'est vrai que dans cette année Covid où c'était un peu compliqué de trouver des objectifs et des endroits où partir en vacances, j'ai été contacté par un de mes amis, Benoît, avec qui je suis monté sur le Kilimandjaro. Et il m'a dit « Nicolas, j'ai un projet pour toi, le toit de l'Afrique » et je suis tombé là-dedans. Et comment vous l'avez préparé cette ascension ? Alors nous, on a fait un petit peu de préparation les semaines avant. Donc de manière générale, chacun est sportif, donc c'est de l'entraînement cardio. Et les semaines avant, on est parti un petit peu sur Isola faire 3 jours de marche, donc une 30aine de kilomètres de marche. Et le week-end vraiment juste avant, on est parti sur le massif du Mont Blanc, au-dessus de Courmayeur, pour s'entraîner aux hautes altitudes. Donc on a passé 3-4 jours au-dessus de 3500 mètres d'altitude pour faire de l'effort en altitude. Alors vous n'avez pas choisi la facilité, je crois, vous avez emprunté le chemin le plus long. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs routes donc, qui mènent au sommet du Kilimandjaro. Nous, on a choisi la route qui s'appelle la route Lemosho. C'est ça, c'est la route la plus longue, la plus sauvage et la moins empruntée. C'est ce qu'on voulait, c'est être entre nous et essayer de croiser le moins de gens possible. Et donc ça a été vraiment un bonheur de parcourir cette super route. Et sur place, il faut le préciser, vous étiez accompagné d'un guide notamment. Voilà, sur place en fait on avait 3 guides et on avait une équipe de 20 personnes composée de 3 guides, un serveur, un chef et de nombreux porteurs qui nous ont aidés à aller au sommet, sans qui on n'aurait pas réussi à le faire. Alors racontez-nous combien de temps vous avez mis pour rejoindre le toit de l'Afrique? Alors pour rejoindre le toit de l'Afrique, on y est monté sur 4 jours, donc lors de notre 4e nuit. Et donc voilà, ça a été à hauteur d'une vingtaine de kilomètres de marche par jour en altitude pour s'acclimater. Et une dernière ascension de nuit qui s'est faite lors de la 4e nuit. Voilà, donc 6 heures de montée, 6-7 heures de montée lors de la 4e nuit. Et Nicolas, qu'est-ce que l'on ressent une fois là-haut, à près de 6000 mètres d'altitude? Franchement, là-haut, ça a été pas mal d'émotions parce que c'est un projet qu'on a monté sur plusieurs mois, plusieurs semaines avec les amis. Donc c'est beaucoup de soulagement parce qu'au final, c'est des zones inconnues pour nous, donc on ne sait pas comment on va réagir. Donc beaucoup de soulagement, beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Et pas mal d'émotions entre nous. Donc tout le monde était très enthousiaste d'être arrivé là-haut. Ouais. Et puis après, il a fallu redescendre de votre nuage. Cela a été plus rapide de descendre que de monter, hein? Ouais, c'est ça. La descente, c'est 1 jour et demi. Donc le jour où on est monté, on a fait une partie de la descente et le lendemain, on a terminé le travail. Et donc ouais, c'est sûr que c'est un peu plus facile mais bon, ça fait partie du jeu. C'était très sympa aussi cette descente. Un mot Nicolas sur vos soutiens et une association en particulier que vous avez voulu mettre en valeur pendant votre aventure, c'est Wolfpack Sports Team, je crois. Ouais, c'est ça. Donc la Wolfpack Sports Team, c'est une association qui nous a accompagnés jusqu'au sommet. Donc c'est une association qui a pour but de promouvoir la pratique du sport en général, donc créer une communauté autour du sport. Et en parallèle, cette association, elle vend des articles et les fonds donc, qui sont récoltés sont destinés à acheter du matériel pour aider nos amis handisport et handicapés moteurs à pratiquer le sport. Bon, maintenant que le Kilimandjaro c'est fait, est-ce que vous avez d'autres projets ensemble avec vos amis ?
On a pas mal d'autres projets, pourquoi pas l'année prochaine la traversée de la Corse, le GR20. Et puis après d'autres projets un petit peu plus ambitieux encore, notamment en Argentine, aller au sommet de la Concagua, donc un petit peu moins de 7000 mètres. Donc ça c'est des projets à maturité qu'on est en train de mener et qu'on essaye de monter. Ouais. Vous nous tiendrez informés ? Ah bien sûr. Eh bien merci beaucoup Nicolas Toscan d'avoir été avec nous ce soir pour partager votre belle aventure au sommet du Kilimandjaro. Merci infiniment. Eh bien, merci à vous Émilie, merci à Monaco Info. Nous vous parlions dernièrement de vaccination et de la 3e dose administrée aux personnes de plus de 65 ans. Intéressons-nous ce soir à cette campagne lancée par le gouvernement princier en juin dernier, toujours en lien avec la Covid-19, les tests sérologiques. De quoi s'agit-il ? Comment sont-ils réalisés et surtout pourquoi ? Sandrine Nègre, Thomas Deus et Sylvain Péroumal ont enquêté pour nous. Une piqûre de rappel tout d'abord. Le test sérologique repose sur une prise de sang comme celle-ci. Environ 70 tests de ce type sont effectués chaque jour à l'auditorium René 3. Il y a 2 moyens d'acquérir des anticorps, des défenses contre le virus du Covid. Le premier moyen, c'est d'être malade. Et le deuxième moyen, qui n'exclut pas le premier d'ailleurs, c'est de se faire vacciner. Et on fait des anticorps qui ont été générés par le vaccin. Et donc la sérologie consiste à rechercher ces anticorps. Donc le type 1 et le type 2 sont des anticorps qui témoignent tous les deux du fait qu'on a été en contact avec le virus, et un qui témoigne du fait qu'on a été vacciné. Et il y a un troisième type d'anticorps qui est une spécificité du centre scientifique, qui est dans le cadre d'un programme que nous avons monté avec le gouvernement et le ministère de la Santé, qui témoigne de la protection réelle de l'individu par rapport au Covid. Ce sont les anticorps neutralisants. Pour récapituler, vous êtes déjà vacciné ou vous avez contracté le coronavirus par le passé. Le gouvernement vous propose de connaître gratuitement votre niveau de protection. Le sang prélevé est analysé ici au centre scientifique de Monaco. On testera les 2 anticorps dont je vous ai parlé qui sont témoins mais qui n'ont pas, et on testera surtout les anticorps neutralisants. Et si on vous répond après, vous avez moins de 30% d'anticorps neutralisants, prenez aussitôt rendez-vous pour la vaccination, donc au même numéro pour la vaccination, et on vous la fera rapidement puisqu'il y aura une raison médicale. Et si vous avez plus de 30%, vous pouvez attendre un certain temps et vous projeter dans l'avenir en disant « je referai un prélèvement pour tester les anticorps dans 2 mois ». Il vaut mieux, comme à Monaco, guider cette 3e vaccination par le dosage des anticorps neutralisants au préalable. Et ces données sérologiques ont ainsi été utiles pour constater et mesurer la diminution de la protection immunitaire à partir du 6e mois, diminution davantage notée sur les personnes de plus de 65 ans. Et les personnes de plus de 65 ans sont concernées par une autre campagne de vaccination, celle de la grippe. Les Monégasques peuvent se procurer le vaccin contre la grippe dans les pharmacies de la Principauté avec ou sans prescription médicale, Julia. À cause de l'épidémie de coronavirus, nous avions presque oublié que d'autres maladies contagieuses pointaient le bout de leur nez chaque hiver. La grippe étant l'une des plus répandues et présentant les mêmes symptômes que la Covid-19, il est nécessaire de se faire vacciner pour l'endiguer. Les Monégasques peuvent aller récupérer leur vaccin dans les pharmacies de la Principauté sur présentation d'une carte d'affilié social. Le vaccin pourra être administré par un médecin, une infirmière libérale, un pharmacien ou un biologiste médical. Ces vaccinations contre la grippe ne sont donc pas réalisées au Centre national de vaccination contre la Covid-19. Je vous rappelle également que cette injection contre la grippe sera intégralement remboursée aux Monégasques par leur caisse sociale. Le retour à présent d'un événement qui lutte depuis plus de 30 ans contre les maladies génétiques. Le Téléthon aura bien lieu cette année en Principauté.
En 2020, il n'y a pas eu d'action sur le terrain en principauté à cause de la crise sanitaire. Cette année, il sera enfin possible de soutenir le Téléthon en se rendant au Grimaldi Forum les 4 et 5 décembre prochains. Et pour présenter la nouvelle édition, une grande soirée de lancement du Téléthon 2021 s'est déroulée ce jeudi soir à la Maison des Associations. Je vous propose d'écouter à ce sujet Muriel Agliardi, la présidente de l'organisation Téléthon Monaco. Nous avions fait l'édition 2019 à l'auditorium qui cette année est centre Covid et ne pourra pas nous accueillir. Et le Grimaldi Forum a répondu favorablement à notre appel. Donc du coup nous avons grand espace pour réaliser ce téléthon. Donc c'est beaucoup de bonheur pour tous et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles animations, stands, bénévoles, puisque nous avons l'espace pour nous. Voilà. Donc bonne nouvelle, le thème étant la lumière. Nous avons prévu une marche lumineuse le samedi soir, avec commentaires sur Monaco, l'histoire de Monaco, etc. Différentes étapes, on vous détaillera tout ça dans les prochains jours. Et une surprise avec les enfants et un artiste sur le seuil du Grimaldi Forum. Sinon, la réunion de ce soir a pour but justement de voir un petit peu toutes les nouveautés qui peuvent se greffer sur ce Téléthon. Et nous comptons sur vous pour nous amener du monde. Et pour info, le parrain du Téléthon en France sera cette année le rappeur Soprano. Après une édition de printemps en ligne, la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque faisait son grand retour, Julia. Elle a pris place cette année au chapiteau de Fontvieille le vendredi 22 octobre de 10h à 19h et ce samedi 23 octobre de 10h à 17h. Au menu de cette traditionnelle grande braderie, des vêtements pour toute la famille, de la maroquinerie, du matériel de puériculture, des jouets, des meubles et des bijoux, bref, tout le nécessaire pour se faire plaisir à petit prix. La Croix-Rouge monégasque était aussi présente sur différents stands pour parler de ses actions avec la possibilité pour les visiteurs de faire des dons pour soutenir l'association. La Principauté va bientôt célébrer sa fête nationale et comme chaque année, plusieurs spectacles gratuits seront proposés aux Monégasques, Julia. Oui, avec notamment un spectacle pour enfants intitulé Gainsbourg for Kids. Il s'agit là d'une reprise des plus grands succès du chanteur, destiné aux familles, qui se tiendra le 10 novembre prochain à 15h. Une comédie musicale improvisée sera aussi proposée le 18 novembre à 21h et le vendredi 19 novembre à 15h. Le concept, 10 artistes créent en direct un spectacle interactif sous forme de comédie musicale dans laquelle le public décide du titre, du lieu et de l'aventure des personnages. Pour retirer les invitations pour assister à ces spectacles, il faudra vous rendre à l'espace Léo Ferré le mercredi 27 octobre entre 9h et 16h ou le jeudi 28 octobre lors du même créneau horaire sur présentation de la carte d'identité, de la carte de résident ou du livret de famille. Attention, les places sont limitées, Émilie. Merci Julia. D'un programme à l'autre, le Théâtre des Muses vient de dévoiler la programmation de sa nouvelle saison. Une saison pleine de surprises que nous présente Alexandra Pani sur des images de Julien Logier. Les planches sont prêtes à accueillir de nouvelles pièces. Les murs du Petit Théâtre des Muses n'attendaient que ça depuis plus d'1 an. Une absence interminable selon sa directrice, mais qui lui a permis de programmer une nouvelle saison très riche. Du théâtre classique avec Alfred de Musset, Alphonse Daudet ou encore William Shakespeare, mais aussi de belles découvertes avec de jeunes dramaturges contemporains. Tu préfères rester ici pour faire des mots croisés avec moi. Mais quoi? C'est juste entre toi et moi? Je dirais qu'ils sont tous complètement enthousiasmants. Il n'y en a aucun qui fait que quand on sort du théâtre, on se dit « Oh mon Dieu, c'était terrible !» Non, je pense que même quand on aborde des sujets qui peuvent être terribles, comme la guerre mondiale, on s'en sort toujours avec l'envie d'agir, l'envie de faire des choses, l'envie de changer le monde. Et puis, la plupart du temps, on va dire 95% du temps, on a envie d'aimer. De Vinci, Picasso, Chaplin seront à l'honneur, des spectacles de troupe avec Maya une voix, tant qu'il y aura des coquelicots, des comédies musicales également avec Gabi la Magnifique ou les Michels, et une surprise avec Gérard Holtz et son marathon d'anecdotes sportives bien comptées.
Ça veut dire passer des heures et des heures au Festival d'Avignon, à courir d'un théâtre à l'autre, écouter partout les bruits de porte, le Feydeau il est bien, le Guitry il est formidable, courir à gauche, à droite, pour les voir. Et puis bon, après bien évidemment, il faut aussi décider les compagnies à venir jouer au Théâtre des Muses, qui est un petit théâtre. Et comme tous les spectacles que j'essaye d'emmener ici, et qui ne sont que des spectacles qui se donnent plutôt dans des grands théâtres, ou qui ont vocation en fait à le devenir, eh bien c'est pas toujours simple, loin de là. Une saison qui sera rythmée également par des cours de théâtre ouverts pour les plus jeunes à partir de 6 ans, mais aussi pour les adultes. Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.theatredesmuses.com. Et sachez que la programmation jeunesse au Théâtre des Muses devrait sortir d'ici quelques jours. Nous vous tiendrons bien évidemment informés. Restons dans le domaine de la culture avec un autre rendez-vous à noter dans vos agendas. L'Institut audiovisuel de Monaco propose mardi une projection au Théâtre des Variétés. Il sera question de campagne et de politique urbaine avec Fabrice Lucchini et Ariel Dombal. Un film de 1993 réalisé par Éric Rohmer. Fabien Bonilla est justement avec Vincent Vatrican pour vous présenter cette projection. Messieurs, c'est à vous. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler d'un film assez campagnard en quelque sorte, L'Arbre, le maire et la médiathèque, c'est ça? C'est ça, un film d'Éric Rohmer. Ouais. De 1993. De 1993, qui est un ovni, puisque ce film, on ne l'a pas vu venir. Rohmer, qui travaille dans une économie très petite, on connaît ses contes et proverbes. C'est la nouvelle vague. C'est la nouvelle vague. Je le disais, travaille dans une toute petite économie qui, parfois, l'amène à livrer au public un film qui n'est pas passé par le canal des projections de presse, etc. C'est le cas de ce film qui est sorti directement sur les écrans, finalement sans qu'on le voit, on le voit arriver. Et c'est un film, on pourrait dire, éminemment politique. C'est ce que j'allais dire, c'est un film politique finalement. C'est un film carriériste, politique idéologique, c'est même l'aménagement urbain aussi. Voilà, alors c'est ça qui est très plaisant, puisque c'est pas un film politique pour la politique ou pour le politique. Dans l'esprit de Rohmer, c'est la politique de tous les jours. Et tout simplement, dans un village, est-ce qu'on peut raser un arbre pour y mettre une médiathèque? C'est le fond du problème. Hein. C'est le fond du problème qui peut paraître évidemment pour un citadin totalement invraisemblable, pour un Parisien encore plus, mais qui évidemment est une question de fond à l'échelle d'un petit village. Donc c'est tout l'enjeu du film. Les partisans de cette médiathèque, qui est portée par le maire du village, joué par Pascal Grégory, et puis les Antilles, le maître d'école, qui est joué par Fabrice Lucchini. C'est un Fabrice Lucchini qu'on a l'habitude de voir dans la démesure. Oui, mais en 93, c'est pas on le découvre dans la démesure. Voilà, il a déjà joué avec Rohmer plusieurs fois, puisque la première fois qu'il apparaît Rohmer, c'est, si j'ai bonne mémoire, 78. Donc c'est quand même un Lucchini qu'on connaît, mais c'est pas encore le Lucchini actuel. Sa faconde est là. Et effectivement, ce bras de fer est un bras de fer local. C'est vu par Rohmer, donc tout ça est chapitré, tout ça est très malin, tout ça est très bien vu, tout ça joue beaucoup autour de la langue, des mots, des contradictions. Et c'est un film qui nous a semblé, à Jacques Hermabon, qui coprogramme avec moi les mardis du cinéma, un film d'une actualité
tout à fait incroyable. Oui, c'est un film qui a bien vieilli. C'est un film que je trouve éminemment actuel. J'espère que nous vous avons convaincu, et si c'est le cas, allez voir L'Arbre, le Maire et la médiathèque. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Ils oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruisdael de peur d'écorcher la peinture, mais ils ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais. Voilà donc pour tous ces rendez-vous culturels en principauté. J'espère que vous avez tout bien noté. Un dernier coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de dimanche, Julia ? Nous n'aurons encore une fois pas à nous plaindre, Émilie. Il fera beau à Monaco en ce dimanche, même si quelques petits passages nuageux sont prévus au cours de la journée. Rien ne pourra entacher votre week-end avec des températures qui pourront atteindre les 21 degrés. Demain, ce sont les Florentins qui seront à l'honneur. Bonne fête à eux. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Nous vous parlions en début de journal, la Roca Team s'est une nouvelle fois inclinée en Euroleague face aux Espagnols de Baskonia. Les Monégasques comptent sur vous pour venir les soutenir mardi soir pour leur prochain match à domicile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. En attendant, on se quitte avec les photos de Manuel Vitali. À demain pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.